pour la décision stratégique, donc on parle de décision stratégique, c'est celle qui remplit les conditions suivantes. Donc ça doit être engagé. L'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, ça suppose également des ressources importantes, significatives et considérables. Et une fois le processus est lancé, impossible de revenir en arrière. La décision est irréversible. Lorsque ces conditions sont vérifiées, on parle donc d'une décision stratégique ou bien de la stratégie. Mais c'est quoi le diagnostic stratégique? Donc, le diagnostic stratégique, c'est tout simplement c'est une démarche ordonnée qui permet de mettre en évidence l'adéquation entre les objectifs à long terme de l'entreprise et les ressources déployées par l'entreprise pour le futur, pour réaliser bien évidemment ces objectifs. Autrement dit, est-ce que j'ai les moyens en tant qu'entreprise de mettre en œuvre la stratégie? Donc là, s'il y a une adéquation entre les ressources et les objectifs, donc le diagnostic stratégique est positif. Quelles sont maintenant les clés de succès d'un diagnostic stratégique? Premier clé de succès, c'est avoir des objectifs réalistes. Deuxièmement, supposons que les objectifs sont réalistes. Il faut prioriser les tâches, un business plan ordonné. Un business plan clair qui permet justement de prioriser les tâches. Et avoir, en troisième lieu, avoir les compétences requises en adéquation avec les objectifs. Ça dépend il dépend de la nature de l'objectif. Et les compétences dépendent de la nature donc des objectifs. Et vers la fin, détecter les besoins en formation. J'ai pas mentionné ça au niveau de la diapositive, mais quatrièmement, il faut détecter les besoins en formation, les besoins en résultat. Et vers la fin vient l'étape de déploiement, de la mise en œuvre. Maintenant, on va mettre l'accent sur la démarche, l'ensemble des étapes par lesquelles on doit passer pour mettre en œuvre et pour diagnostiquer une entreprise stratégiquement parlant. La première étape, c'est le découpage stratégique. Identifier les différentes domaines d'activité stratégique, les différentes DAS. Deuxième étape, pour chaque DAS, on mène un diagnostic interne et externe à l'aide des outils de type PESTEL, portal et chaîne de valeur. Pour PESTEL, il concerne l'environnement externe de l'entreprise. C'est l'abréviation de politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Tous ces environnements, est-ce qu'elles peuvent avoir une incidence sur l'entreprise ou non? La réponse est apportée suite à l'exploitation de cet outil. Porte également pour les 5 forces ou bien la chaîne de valeur en fonction du diagnostic. Donc, troisièmement, on fixe, bien évidemment, en fonction du diagnostic interne et externe, on fixe les choix stratégiques, fixer les objectifs stratégiques. Et enfin, il faut les mettre en œuvre. C'est ça la démarche. Et enfin, vient l'étape de la mise en œuvre. Passons maintenant à la première outil. Au premier outil, c'est la chaîne de valeur de Michael Porter. Elle donne au diagnostiqueur un outil qui va permettre d'évaluer les opportunités d'amélioration de la productivité de l'entreprise. Il dit que n'importe quelle entreprise cherche à créer de la valeur. Donc il y a des inputs et des outputs. Quelles sont les différentes
main en œuvre que l'entreprise l'on peut faire à long terme pour optimiser cette chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, si l'entreprise exerce un métier et il a des supports pour exercer ce métier, ressources humaines, développement, recherche et développement, consultation administrative, ce sont des métiers qu'on qualifie support, activités de support, mais ne sont pas intéressants en soi. Son support a permis aux autres de travailler, ceux qui vont gérer le stock, ceux qui vont acheter, vendre, lorsqu'il n'y a pas de possibilité à améliorer au niveau de circuits, donc il n'y a pas de changement stratégique à faire. Lorsque on est mal et il est mal géré, il y a possibilité de choix stratégique. Donc d'externaliser l'activité, la tâche qui coûte cher, on doit l'éliminer. Donc il y a une manœuvre stratégique à faire quand il est indispensable pour mieux créer de la valeur, d'apporter une modification dans la chaîne de valeur. Donc pour améliorer la valeur créée, de modifier la chaîne de valeur, externaliser, faire un partenariat, créer une filiale commune. Donc la chaîne de valeur ou bien la sous-traitance, donc la chaîne qui crée de la valeur. Donc après l'étude de la chaîne de valeur, donc telle tâche coûte cher, on va la sous-traiter parce qu'il n'est pas compétitif. Voilà. Donc il y a un autre outil, c'est la maîtrise compétences impact, les compétences fondamentales et les compétences auxiliaires. Et on entend par compétences fondamentales l'ensemble des compétences qui vont nous permettre soit de saisir une opportunité, soit de réduire le coût, soit les deux à la fois. Donc, nous avons 4 cas de figure. Donc, c'est un tableau à double entrée. Au niveau de la colonne, nous avons l'impact et la compétence au niveau de la ligne. Compétence, il peut être soit exclusif, soit diffusé. Vulgarisé, adopté par madame et monsieur tout le monde. Donc, si par exemple la compétence exclusive et son impact est élevé, c'est un fort clé de succès de la stratégie. Il faut investir. Si la compétence est exclusive et son impact est faible, donc à ce niveau, il faut développer ou abandonner. L'entreprise, elle a le choix. Elle va faire un arbitrage et choisir en fin de compte ce qui lui semble bon. Troisième, passons maintenant à la compétence diffusée. S'il est diffusé et son impact est élevé, il faut tout simplement innover. Parce qu'on n'a pas un clé de succès fort. Et si la compétence est diffusée, son impact est faible, donc inutile pour la stratégie. Aucun avantage. Il faut tout simplement abandonner. Donc cette matrice nous permet de savoir les compétences qu'on a par rapport à nos objectifs stratégiques. Est-ce qu'on doit les garder, les améliorer? Inutile. Donc ça ne sert à rien pour réaliser nos objectifs stratégiques. S'ils sont inutiles, etc. Donc passons maintenant au diagnostic organisationnel. Donc pour diagnostic organisationnel, c'est une démarche qui permet à identifier les dysfonctionnements dans le système de répartition des tâches. Donc l'outil fondamental qu'on a au niveau de l'organisation, de l'organisation, c'est l'organigramme. Qui fait quoi et comment.
Donc, on a identifié les tâches et on a les regroupé dans des ensembles homogènes qu'on appelle direction, service. Et pour chaque tâche, on a une personne qui est censée le faire. Donc, c'est ça l'organigramme qui doit commander, qui doit commander les subalternes et la hiérarchie. Donc, il doit les rendre compte, c'est les subalternes, et qui, elles doivent rendre compte, c'est la hiérarchie. Et à qui ils doivent rendre compte, pardon, c'est la hiérarchie. Donc, est-ce que je suis bien organisé? C'est ça la question qui se pose. Donc, pour le diagnostic organisationnel, donc, il sert à identifier les dysfonctionnements dans le but de renforcer les capacités individuelles et par voie de conséquence, on améliore les capacités organisationnelles. Optimiser la personne qu'il faut dans le poste qu'il faut. C'est ça l'objectif fondamental du diagnostic organisationnel. Donc, c'est un processus qui permet de mettre le doigt sur le système de répartition des tâches dans le but de renforcer d'abord les capacités individuelles et sur le moyen terme les capacités organisationnelles. Voilà donc, sans trop tarder, passons aux étapes et les conditions de succès. Pour les conditions de succès, la première condition, c'est identifier les spécificités de l'entreprise pour lui proposer des mécanismes de perfectionnement sur la base des dysfonctionnements qu'on a détectés. Par exemple, une entreprise exportatrice d'export-import. Donc, il n'est pas nécessaire pour elle d'avoir au niveau de son organigramme une fonction qui est dédiée à la gestion du risque de change. Donc, ce n'est qu'un exemple. Donc, pour la deuxième condition, c'est clarifier les rôles. L'entreprise, est-ce qu'il est adéquate? Et troisièmement, mobiliser les outils si tout le monde n'adhère pas à ça. Il y a des conflits. Il faut que tout le monde accepte d'être soit détaché d'un service à un autre, ou bien d'effectuer des tâches supplémentaires. Donc ces conditions, elles permettent de réussir le diagnostic organisationnel. Pour les étapes maintenant, il y a l'étape préliminaire, c'est la prise de connaissance et fixer les objectifs organisationnels. Deuxièmement, un travail préalable de sensibilisation et la mobilisation de l'adhésion de tout le monde autour des changements organisationnels qui peuvent venir. Troisièmement, c'est en fonction de l'objectif que l'on peut, donc on doit fixer les capacités à évoluer. Les capacités justement qu'on va diagnostiquer. Est-ce que si tout le monde sera concerné ou bien la direction X? Quatrièmement, c'est collecter les données et
collecter les données et les analyser. Cinquièmement, c'est fixer les priorités des changements. Et vers la fin, arrêter une liste de recommandations pour réussir ses choix. Pour les outils, il y a l'outil de McKinsey. C'est une démarche, c'est pas un outil particulier. Donc vous voulez évaluer la valeur par l'organisation de l'entreprise. Donc définir d'abord la structure actuelle et de la comparer par rapport à celle après. Donc il y a la stratégie, comme vous voyez là, devant vous, l'idéologie, skills, système, compétences. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est pourquoi on l'appelle les 7 S de McKinsey. Donc pour lui, si on veut amener un diagnostic organisationnel complet, on doit commencer par l'état actuel, la structure existante et analyser en fonction de la structure en application. Donc il y a la valeur dans le noyau, le centre, c'est les valeurs idéologiques. Les valeurs idéologiques. En haut, nous avons la stratégie, ainsi que la structure. C'est la manière avec laquelle on est organisé, la structure. Il y a le staff, le personnel que l'on a, et les ressources physiques, les immobilisations, etc. Donc, où est le problème? Donc, on peut hiérarchiser les dysfonctionnements. Si les dysfonctionnements sont graves, ou bien est-ce que les dysfonctionnements sont graves ou pas graves? Plus on s'approche au noyau, le dysfonctionnement devient grave en termes de la gravité du dysfonctionnement. Si par exemple le dysfonctionnement relève de la stratégie, donc on peut le qualifier un dysfonctionnement grave. Si par exemple au niveau de staff, on peut le rectifier, le négliger, il ne constitue pas un véritable risque pour l'entité.